Je fais cette vidéo aujourd'hui un peu comme une thérapie. Elle est l'accomplissement de recherches qui m'ont fait avancer, réfléchir, relativiser et comprendre une des pires facettes du jeu vidéo. J'espère sincèrement qu'elle résonnera en vous et vous aidera à améliorer votre expérience des jeux multijoueurs. Aujourd'hui, j'ai choisi de chercher toutes les raisons qui font qu'en jouant, nous sommes tous sujets à de la toxicité, de notre part ou de celle des autres. Et comme à chaque fois que j'entame mes recherches, je suis toujours très étonnée de la quantité astronomique de papier sur le sujet. On est vraiment des bêtes de foire. Analyser les comportements en ligne, c'est très à la mode et depuis très longtemps. Et en même temps, c'est tellement absurde que ça en devient curieux. L'idée principale de mes recherches, c'est d'une part de comprendre comment on arrive à faire d'un loisir une source intarissable de frustration et de négatif envers les autres, mais aussi comment on peut être aussi à l'aise avec les choses qu'on dit en ligne. Parce que, rassurez-moi, vous ne diriez pas ça dans la vraie vie. Sérieusement, comment on peut laisser de tels messages pour un jeu vidéo ? Le jeu, c'est avant tout un plaisir. On a tous différentes bonnes raisons de jouer aux jeux vidéo et on en a déjà parlé dans la première vidéo de cette chaîne. Chacun perçoit différemment l'apport que cela nous procure. Le besoin de se sentir compétent, d'avoir la liberté de faire ce qu'on veut ou bien de côtoyer des gens qui nous ressemblent. Si on se concentre sur l'aspect social, je pense qu'on s'accorde avec les psychologues pour dire que c'est un passe-temps qui nous apporte du soutien émotionnel, du bien-être et nous sort parfois d'une certaine solitude. Il y a un monde entre jouer seul à un jeu et le vivre avec les autres. On y ajoute de l'émotion, du partage, des réactions, et finalement une rejouabilité qui étend l'expérience que le jeu propose à un infini d'échanges aussi grand que le nombre de personnes qu'on y rencontre. Le jeu va beaucoup plus loin. C'est un échange qu'on serait naïf de croire uniquement bon et qui est bien évidemment régulé. Lorsqu'on démarre un jeu, on a toujours ce petit pop-up, ces règles à suivre pour un joueur. C'est globalement tout le temps les mêmes, alors on les accepte et puis on lance le jeu pour comprendre vraiment les règles. Ces coutumes imposées par les joueurs au fil des années. On le sent rapidement, tous les jeux n'ont pas la même culture comportementale, le même seuil de tolérance. Personnellement, j'ai commencé sur Dofus et franchement, j'ai pas de souvenir de toxicité, à part quelques petites arnaques Camas un peu miteuses. Non, là où j'ai vraiment découvert la toxicité, c'est sur Counter-Strike. Sur CS, l'ambiance c'est un peu particulier. Je sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, on pouvait kick un coéquipier si le vote était à l'unanimité. Je l'ai expérimenté, round 2, juste après avoir dit bonjour, il n'aime pas trop les femmes. Le souci c'est que sur ce jeu, communiquer c'est capital. J'étais coincée, je ne parle pas, on m'insulte. Donne les infos, je parle, 50% de chance pour qu'on me réponde. Ouais, man. Alors, à moins d'être en team de 5 avec mes potes, j'ai arrêté CS. Quelques années plus tard, je tente l'expérience FPS sur un jeu similaire, Valorant. Et là, c'est pire, parce que la toxicité est la même, mais cette fois-ci, c'est en français que je me fais insulter. Comme sur CS, pour moi, c'est trop. Je me souviens encore de cette game où j'ai finalement décidé d'abandonner, de désinstaller le jeu pour fuir ces comportements de groupe néfastes, pour partir sur un jeu sans chat vocal, pour fuir ceux qui pourrissent le jeu. Il y a un phénomène qu'on appelle la pomme pourrie. Imaginez une équipe de parfaits inconnus réunis dans une collaboration vers la victoire. On est le plus bel arbre de la forêt, et d'un coup, l'un de nous devient mauvais, acide, amer, et on commence tous, lentement mais sûrement, à sentir une odeur nauséabonde et une tension qu'on n'est pas venu vivre. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Pourquoi cette pomme pourrit-elle ? On dénombre 4 raisons d'être toxique. La première, c'est comme un mécanisme d'autodéfense qui te protège de te décevoir toi-même. C'est bien plus simple d'en vouloir aux autres, mais c'est aussi très lâche. On appelle ça la diminution de la responsabilité dans le jeu. C'est pas ma faute. L'égocentrisme, typique des Smurfs, ce sont les joueurs qui jouent pour eux. Ils pourrissent l'expérience des jeux parce que, tout simplement, ils en ont rien à faire. Comment ? Jeu d'équipe, vous dites ? La troisième raison de la détérioration d'un coéquipier ? La vengeance. Là, c'est clairement visé. C'est quand il y a un passif entre un ou plusieurs joueurs dans l'équipe, et qu'en ce court laps de temps d'une partie, on a trouvé le temps d'abord de s'embrouiller, puis de se venger. Et croyez-moi, même sur 5 minutes de match sur Rocket League, ça arrive souvent. Puisqu'il a décidé de me hint ma game, je vais lui hint la sienne. Et enfin, la dernière, la catharsis. Encore plus cruelle parce que contrairement aux autres raisons, elle provient de facteurs externes au jeu. J'ai passé une très mauvaise journée, je vais m'assurer de vider mes nerfs sur le premier teammate qui passe. Ça vous rappelle de bons souvenirs ? Ouais, moi aussi. Et je pense qu'en 3 heures de solo queue, je coche tout le bingo. On a tous déjà vécu et fait subir ces comportements, ça peut arriver à tout le monde en fonction du jour, des interactions, mais quand même, ça dépend des personnalités de chacun, de la culture et aussi, tadam, je pense que vous l'aviez senti, mais c'est scientifiquement prouvé, de l'âge. Nos chers cadets sont particulièrement salés.
Mais ça s'explique. Déjà, les jeunes n'ont pas encore adopté toutes les normes sociales et acceptables d'un comportement. Et ça s'améliore avec l'âge. Mais aussi, et là c'est plus inquiétant, ils sont très sensibles à la normalisation. Qu'est-ce que la normalisation ? Je vous en parlais plus tôt, chaque jeu a sa culture et ses normes comportementales. Les joueurs qui constituent sa communauté instaurent des règles tacites qui donnent le seuil d'acceptabilité de la toxicité. Par exemple, dans l'e-sport, ça c'est totalement normal. Certains comportements comme le banter, les petites vannes pour taquiner, la toxicité acceptable qui, je cite parce que j'aime pas l'idée, fait partie du jeu, constitue un sol fertile et jugé normal par certaines communautés. Alors, quand on arrive dans ce type de jeu, on prend la température et c'est comme la vie, la sélection naturelle. Ceux qui tiennent continuent à jouer et les autres, comme moi sur Valorant, partent. Vous l'aurez compris, il ne reste plus qu'un type de joueur qui constitue la norme toxique. Sur une échelle de Rocket League à Valorant, vous êtes à combien en seuil de toxicité ? Ouais, j'arrive pas à croire que RL soit le moins toxique, et j'aimerais comprendre ce que Among Us fait là. Alors pour briser cette normalisation, il faut briser ce cercle vicieux. Et ça, c'est le boulot des éditeurs de jeux, dont on parlera des ruses de la modération dans une autre vidéo. Donc abonnez-vous, et je crois que c'est là que je dois dire un truc du genre à 100 000 likes je sors la vidéo. Je m'égare, mais abonnez-vous quand même. Comment on en arrive à une normalisation de la toxicité ? Comment tout le monde semble trouver ça acceptable ? Attention, on arrive dans la partie où ça vous ressemble, ça va faire mal, et c'est pour votre bien. Ça, c'est Bandura, un psychologue canadien hyper connu qui a théorisé les raisons du désengagement moral. En gros, les profils les plus répandus qui justifient la toxicité. Voici notre premier invité, celui qui est toxique pour le bien. Il rétablit une forme de justice, et finalement, dans sa toxicité, c'est une personne morale. Je pense à tous ces teammates qui me disent que je ne mérite pas mon rang, que j'ai été hissé à ce niveau par quelqu'un d'autre. C'est faux et pas très agréable, mais lui, il pense qu'il me punit pour avoir triché. Et donc, de son point de vue, en quelque sorte, il est dans un comportement bénéfique au jeu. On appelle ça la justification morale. Pour lui, c'est ma faute s'il s'en prend à moi. Il m'attribue le blâme de sa propre toxicité. Ah, voilà notre deuxième invité, celui qui rend fou, parce qu'il assume à moitié. Il parle en euphémisme. C'est vraiment pas ouf. Comme si le fait d'y mettre un peu de modération rendait ça plus acceptable. Dans la même veine, il y a celui qui se compare à pire, celui qui dit « Oh ça va, je suis pas si toxique que ça », parce qu'on croise souvent des phénomènes extrêmes qui sont bien pires. Ça, c'est la comparaison avantageuse, celle qui le rend pas si mauvais que ça. Comparaison qui fonctionne encore plus en groupe. Lorsque plusieurs personnes sont toxiques, ce qui est beau dans l'humain, c'est qu'elles se serrent les coudes. Il suffit d'un sentiment de partage et d'appartenance dans ce comportement pourtant anormal, et la diffusion de la responsabilité au sein du groupe de ravager se fait. On trouve ça normal. Je suis sûre qu'on l'a tous vécu, ce moment où petit à petit, la vanne s'ouvre et le groupe se lâche sur toi. Bien sûr, normalement, tout ça n'arriverait pas, avec des règles et une modération claire. Les comportements néfastes seraient proscrits et on ne garderait que l'acceptable, ce à quoi on doit s'attendre. Le problème, c'est justement que si cette modération est trop absente, eh bien il y a un effet supplémentaire, le déplacement de la responsabilité. S'il n'y a pas d'action de modération, j'en déduis que je suis dans mon droit, je ne vais pas m'arrêter. Et ça me rend dingue, cette sensation d'injustice et d'impuissance, dans un espoir vain de vengeance et de pacification du jeu. Je reporte, et je le sais autant que lui, ça ne sera pas suffisant, et il s'en tirera. Et parfois on essaye de calmer le jeu, de les raisonner. Mais franchement, on l'a tous tenté, dans l'immense majorité des cas, c'est peine perdue. C'est même pas la peine d'imaginer un regain de sensibilité ou d'éthique, il y a ce qu'on appelle la distorsion des conséquences, le fait qu'on ne réalise pas que nos actions en jeu ont des conséquences réelles. Le joueur toxique nie complètement l'impact que les mots ont sur les gens, parfois même il a l'impression de simplement parler à un robot, à un avatar, il déshumanise complètement le joueur et il oublie les sentiments des autres, le mal qu'il génère sur quelqu'un qui est peut-être, déjà, dans sa vie, mal. Quels biais nous rendent toxiques et comment se manifestent-ils ? Vous comprenez peut-être déjà mieux vos faiblesses ou bien les moteurs derrière ce que vous prenez quotidiennement dans la tronche. Mais c'est pas tout, hein. Là on vient juste d'atteindre les raisons pour lesquelles les gens se plaignent, qu'elles soient fondées sur un comportement ou non. Mais il y a quelque chose que ça n'explique pas. Quand bien même vous le penseriez. Le diriez-vous ? En toute franchise, je pense être sensible à ces facteurs et je trouve intéressant de les reconnaître et de les comprendre pour mieux les gérer. Par contre, il est extrêmement rare que je les partage avec mes coéquipiers ou mes adversaires. À moins que je sois à un stade de cocotte minute particulièrement poussé, je garde mon sel et ma mauvaise foi pour moi. Et vous ? Là, on va rentrer dans le cœur du problème ou bien la clé de la solution. Une recherche qui a été citée de nombreuses fois dans tout ce que j'ai lu et que l'on peut appliquer à peu près toutes les interactions en ligne. Et pour moi, qui subis assez régulièrement in-game ou sur les réseaux de la méchanceté gratuite, je vous le dis, ça m'a vraiment fait avancer. En 2004, oui ça date, mais c'est vraiment d'actualité, Suller a proposé la théorie de l'Online Disinhibition Effect, l'effet de désinhibition en ligne. Alors, désinhibition, pour rappel, ça signifie montrer moins de pudeur, moins de réserve dans son comportement. En gros, comment Internet enlève des barrières que nous avons dans la vie de tous les jours, hors ligne.
Il y a un côté très positif, le fait de se confier, de se lâcher, ou bien même d'aider sans crainte. Personnellement, j'ai déjà été confrontée à une personne à un stade très avancé de détresse psychologique sur Dofus, et du haut de mes 15 ans, je pense l'avoir aidé comme je pouvais, tous les jours, à prendre des nouvelles, à proposer des solutions bêtes, mais surtout à lui apporter une aide qu'il n'arrivait pas à chercher hors ligne. Encore aujourd'hui, dans le stream, j'ai parfois des messages de personnes pour qui les chats Twitch ont été un cocon dans lequel elles ont su se réfugier, puis se reconstruire. Et tout ça forme la bonne désinhibition, la désinhibition bénigne. Et puis, à l'inverse, on a la désinhibition toxique, celle qui libère les tensions sans aucune limite, celle qui nous blesse, et celle qui blesse le jeu vidéo. D'où viennent ces désinhibitions ? Là encore, les raisons sont multiples et cumulables. L'anonymisation dissociative, la sensation de ne pas avoir d'identité en ligne, ou bien en tout cas qu'elle soit différente de la vraie vie. L'absence de lien entre ces deux vies et la sensation qu'un mauvais comportement en ligne n'aura jamais d'impact sur la vraie vie. Cette sensation d'impunité en ligne, c'est un peu la définition de Twitter. Jusqu'à ce que le tribunal tape à la porte. Ce qui nous permet de nous lâcher en ligne aussi, c'est l'invisibilisation. Ça paraît être la même chose, mais pas vraiment. C'est cette limite qu'on brise, c'est l'apparence, la confiance en soi. On oublie ce qui pourrait nous rendre moins libres. Le physique, le langage corporel, parfois même la voix, n'être qu'un pseudo, c'est pouvoir s'exprimer sans s'exposer. Alors il y a d'autres facteurs, mais qui sont un peu plus spécifiques, et je vous invite à aller voir les sources dans la description si jamais vous voulez aller plus loin. Mais je finirai sur un facteur qui m'a marqué, l'introjection solipsiste. Là, j'adore le mot et j'adore le concept, le fait que notre cerveau associe des sons, des images à une personne. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un en ligne, réfléchissez bien. Est-ce que vous l'imaginez ? Chacun a sa perception de ce phénomène. D'ailleurs, moi personnellement, quand je lis, j'ai pas de petite voix dans la tête. Je crois que c'est assez rare. Pourtant, vraiment, je me demande comment vous vivez avec tous ces sons. Et ben là, c'est pareil. Face à une personne rencontrée en ligne, votre cerveau peut créer sa voix, son apparence et bien d'autres choses qui vont vous pousser à l'apprécier ou bien à lui dire les atrocités que vous projetez sur elle. Et contrairement à ce que vous vous dites probablement sur les gens que vous croisez en ligne, non, vous n'êtes pas nécessairement face au véritable visage de cette personne. En ligne, vous n'êtes pas vous en plus vrai, mais vous êtes probablement une autre version de vous, dans un contexte différent. Vous n'êtes pas plus vous en ligne que vous ne l'êtes en vrai. C'est la facette manichéenne d'Internet. D'un côté, la possibilité d'être votre part la plus sombre, profitant d'un espace sans risque de représailles, sans identification possible, loin de ceux que l'on blesse, ou bien au contraire, la possibilité d'échanger librement sur des sujets inavouables, de passer des moments hors du temps et du quotidien, d'être plus libre, plus sensible, plus accessible, ou bien plus cru, plus toxique. Le choix vous revient. Qui que vous soyez, n'oubliez pas d'être attentif aux autres. Car ce sont aussi ces facteurs de méconnaissance de l'autre qui expliquent qu'on soit bien plus toxique avec de parfaits inconnus qu'avec nos amis. Évidemment parce qu'il y a une répercussion au-delà du jeu, mais aussi un vrai lien et une sensibilité entre vous. Pour rassurer les plus terre-à-terre, il y a aussi une explication neuroscientifique sur le sujet, de Goleman, pas le chanteur, qui explique que lors d'une interaction en face-à-face, les signaux émotionnels et sociaux sont envoyés d'une personne à l'autre. Ils activent une partie du cerveau qu'on appelle le cortex orbitofrontal. Cette région gère l'empathie et, malheureusement, en ligne, avec l'absence de ces signaux, le cerveau ne sait plus trop quoi faire. Il ne sait plus gérer les impulsions. Donc finalement, si vous êtes toxique, c'est aussi parce que votre cerveau est en difficulté. Alors voilà, je suis pas psychologue et j'ai pas la prétention de l'être, mais je sais que je suis très sensible à la toxicité. J'ai un seuil très bas de tolérance et je rêve d'un monde où tout le monde se contient, ou mieux, se comprend, et arrête de faire peser le poids de son mal-être sur les autres. Mais puisqu'on ne peut pas espérer des autres qu'ils nous rendent la tâche plus facile, j'ai choisi de les comprendre, et également de me comprendre quand je tombe dans ces travers. Je suis peut-être naïve ou trop idéaliste, mais dites-moi, à votre prochaine interaction en ligne, si votre regard a changé. J'ai vu l'autre jour un contenu qui disait « Les gens ne sont pas méchants contre toi, ils le sont pour leur bien à eux », et je pense que c'est une réalité. Dit plus joliment par Sénèque, toute méchanceté a sa source dans la faiblesse.